Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, des commerçants sénégalais établis à Libreville, interpellés et gardés à vue. Cette affaire fait suite à l'agression de 2 journalistes danois par un ressortissant nigérien. Les autorités consulaires sénégalaises au Gabon suivent la situation de très près. Aux États-Unis, Cheikh Tidiane Gadio est jugé aujourd'hui après son arrestation puis sa libération de façon provisoire. Remous social dans le secteur de l'éducation et des transports aériens. Le Haut Conseil du dialogue social promet de s'impliquer pour des solutions. L'université Hassan Sek de Ziguinchor paralysée jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants qui se plaignent de leurs mauvaises conditions sociales et pédagogiques ont décidé de mener le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Keur Momar Sarr 3, les travaux de cette usine d'eau lancés cet après-midi. À Fandène, dans le département de Thiès, les problèmes d'eau vont être réglés dans la zone de Keur Momar Sarr et environ. Les populations espèrent enfin voir leur soif étanchée. En politique, les partisans de Khalifa Ababakar Sall ont posé un nouvel acte de défiance. Ainsi parle maître Moussa Bokar Thiam. D'après le porte-parole adjoint du Parti socialiste, ce qui s'est passé à Kaolack n'engage pas le PS, mais plutôt un mouvement contrairement à ce que disent les frondeurs. Et puis, le dialogue politique avec des discussions autour de la question du 3e mandat. L'opposition continue de fustiger la démarche entreprise pour les concertations. Dans le dossier du jour, nous donnerons également la parole à la majorité et à la société civile. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Le Maroc devra encore attendre la confirmation de son adhésion à la CEDEAO a été repoussée jusqu'en début janvier. Cette officialisation a été attendue ce week-end lors du sommet de l'organisation à Abuja. En attendant, nous avons donné la parole à des analystes sur les conséquences économiques d'une telle adhésion. En Afrique du Sud, l'ANC, dans l'attente d'un nouveau leader, les résultats seront connus aujourd'hui et on saura qui va succéder à Jacob Zuma à la tête du parti qui dirige la nation arc-en-ciel. Le menu sport avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine Diouf, bonjour à tous. Ballon d'or africain 2017, Sadio Mané, Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang sont les 3 nominés pour ce prix. La récompense sera donnée le 4 janvier prochain à Accra au Ghana. Papis Demba Cissé toujours d'attaque pour revenir en sélection. Le buteur se dit prêt à revenir sous les couleurs de l'équipe nationale pour aller à la Coupe du Monde. Vous l'entendrez dans ce 12 heures. Athlétisme, le colonel Sarawali en pole position pour diriger la fédération sénégalaise. Après l'Assemblée générale ce week-end, le colonel appelle déjà à l'unité pour l'intérêt de la discipline. Chronique du jour Abdoulaye Cissé et point de vue sur la situation au Parti socialiste avec la démarche des partisans de Khalifa Ababakar Sall. Le débat du jour avec les analystes, ce sera aux alentours de 12h30. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Direction Libreville où des commerçants sénégalais font partie des nombreux autres interpellés et gardés à vue par la police gabonaise. C'est pour les besoins d'une enquête et tout est relatif à l'agression de 2 journalistes danois par un ressortissant nigérien. Les faits se sont déroulés samedi au village artisanal de Libreville. Notre correspondant dans la capitale gabonaise, Yvan Tonio Ogoula. L'ambassade du Sénégal à Libreville a confirmé l'information. Il y a bien des commerçants sénégalais, comme certains de plusieurs autres nationalités, qui sont gardés à vue au lendemain de l'agression commise par un Nigérian sur 2 ressortissants du Danemark. Du côté de la représentation diplomatique sénégalaise, on évite d'en dire un peu plus, car le dossier est en instruction. Toutefois, l'ambassade promet de communiquer à l'occasion. Selon le préfet de police à Libreville, tous les commerçants arrêtés sont entendus pour non-assistance à personne en danger. Ils pourront être aussi poursuivis pour association de malfaiteurs ou pour complicité. En fait, un des Danois blessés a déclaré à la police que les commerçants présents durant l'agression ne leur ont apporté aucune aide et certains ne voulaient même pas que la police soit saisie. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a condamné cet acte barbare qui est inadmissible dans un état de droit. Yvan Tonio Ogoula, Libreville, RFM. Un autre Sénégalais qui a mal à partir avec la justice, c'est Cheikh Tidiane Gadio, mais c'est aux États-Unis. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal sera jugé aujourd'hui, affaire donc à suivre.
Il a souffert en Libye. Mamadou Kandé, qui a vécu 5 ans dans ce pays d'Afrique du Nord, a échappé à la mort, maltraité là-bas. Ce jeune père de famille de retour au Sénégal a souffert donc le martyre comme beaucoup d'autres migrants africains. Il raconte son calvaire à notre correspondant dans la banlieue dakaroise, Salif Sow. Mamadou Kandé, 35 ans, a fait la Libye. Il a vécu 5 ans là-bas. Un séjour mouvementé. Motif de son emprisonnement, la non-satisfaction d'une sollicitation de son employeur. Les prisons libyennes, l'enfer sur terre selon lui. Une fois dedans, le prisonnier est à la merci de ses geôliers, raconte la victime. Un haussement de ton finalement payant. Libéré un matin, Mamadou Kandé a pris le chemin du retour. Mais ses souvenirs durant sa détention restent encore vifs dans sa tête. Le marché de la vente de migrants est entretenu par d'autres migrants, déplore-t-il. Lui-même dit vivre la mauvaise expérience. Il venait d'arriver, il faisait nuit, c'était le noir, l'incompréhension. Les premières mauvaises surprises tombent. Dans 30 minutes, Mamadou Kandé a voulu se nourrir, se loger, se déplacer, donner une éducation à ses 2 enfants, veiller sur sa femme, sa famille, le mieux-être, rêve de tout migrant, des jeunes victimes de la pression sociale. Cette année, 3000 migrants ont péri sur les routes de l'Europe. 300 sont secourus la semaine dernière. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. Il est 12h07. Vous suivez le grand journal Wakam Extension. Le pont qui traverse l'esplanade du monument de la Renaissance est souvent le théâtre de violents accidents. Plusieurs causes sont évoquées, la vitesse et l'étroitesse de la route, la circulation des vaches à n'importe quelle heure. Les riverains disent stop, trop c'est trop, l'État doit réagir. Un reportage signé Anna Rocha. À toute heure de la journée, les voitures ici roulent à vive allure. Un accident est vite arrivé, en attestent les barrières vertes défoncées par endroits. Depuis 3 mois que Mohamed s'est installé dans une société de bâtiments qui fait face à cette route, il a recensé pas moins de 5 accidents. Ici, la route, c'est pas sûr. La route est très étroite et les gens, ils font les doubles. Les chauffeurs doublent comme ils veulent, alors que la route est très étroite. Et puis, toutes ces maisons aux alentours ne sont pas réglementaires. Difficile de trouver les propriétaires de ces maisons. Elles sont presque toutes en construction. Mais pour ce gérant d'une boutique de prêt-à-porter, les vaches aussi perturbent la circulation au point de provoquer des chocs. On doit les entendre, ces propriétaires de vaches. Ils ne peuvent plus circuler comme ils veulent. Nous sommes en ville, quand même. Un automobiliste dubitatif. Il habite les environs et donc emprunte cette route chaque jour. Son conseil, revoir la conduite. C'est une descente et les voitures souvent dans une descente viennent avec beaucoup de vitesse. J'ai vu de grands camions qui sont fourvoyés ici au niveau du rond-point. Moi je vois que si on roule normalement, il y a des dos d'âne et tout, on peut vraiment passer parce que moi je passe là-bas depuis des années. Autant de situations qui expliquent la récurrence des accidents sur cette route menant aux Almadies. Mais dans toute cette anarchie, où se trouvent les forces de l'ordre? RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les travaux de l'usine d'eau de Keur-Montmarsan 3 seront lancés cet après-midi à Fandène dans le département de Thiès. Cette usine d'un coût global de 274 milliards va permettre de régler les problèmes d'eau dans la distribution donc à partir de fin 2019 selon le directeur général de la SONES, Charles Fall, qui était l'invité d'RFM Matin, El Hadj Ndiogoudien.
C'est en décembre 2018 que le contrat entre l'État et la SDE va arriver à expiration. Mais déjà, un appel d'offres international est lancé pour un partenaire chargé de la gestion de l'eau. Le directeur général de la SONES, pas très prolixe sur la question, souligne tout de même que les prétendants ne manquent pas. Charles Fall. C'est juste une relance de l'appel de contrat, ce que le gouvernement a initié. Et tout cela, c'est au bénéfice des populations sénégalaises. Est-ce que vous allez continuer avec la SDE ou bien il y aura un repreneur? Voilà, vraiment, je ne suis pas un pronostiqueur. Je pense qu'on laisse le temps faire les choses. Le secteur de l'eau au Sénégal est un secteur surtout hydraulique urbaine, un actif de 500 milliards de francs CFA et forcément un tel actif ne peut pas ne pas intéresser les autres. Donc forcément il y a plusieurs structures qui sont intéressées. Mais en attendant la reconduction ou le remplacement de la SDE, KMS 3 comme Marsar 3 verra ses travaux démarrer à partir d'aujourd'hui. Une fois cette usine d'eau fonctionnelle, les problèmes d'eau ne seront plus qu'un mauvais souvenir, assure le patron de la Société nationale des eaux du Sénégal. Si on le compare par rapport à la capacité actuellement installée sur KMS 1 et 2, KMS 3 viendra doubler la capacité de production existante. Mais aussi, tout cela a pour objectif de sécuriser l'alimentation en eau des populations de Dakar, des nouveaux pôles urbains, mais également de toutes les localités ou régions traversées par la conduite. KMS 3, les travaux vont durer 24 mois, 2 ans, et d'ici fin 2019, Inch'Allah, l'usine sera mise en service. La troisième usine d'eau de Kermomarsar est financée par l'État avec des partenaires comme la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour un montant global de 274 milliards de francs CFA. Les travaux de l'usine d'eau Kermomarsar 3 donc lancés cet après-midi. Et les populations qui vivent dans les villages non loin de Kermomarsar et qui ont des problèmes d'eau fondent beaucoup d'espoir sur la nouvelle usine. Elles pensent qu'elles pourront accéder à l'eau. Leur espoir est immense. Alousseinou Diagne. Alousseinou Diagne que nous allons écouter dans un instant. Il nous parle donc de l'espoir des populations des villages non loin de Kermomarsar. Correspondance. Vivement KMS3, c'est le refrain entonné par les populations riveraines du lac de Guerre en général et de la commune de Kermomarsar en particulier. Dans cette localité où l'usine sera implantée, de nombreux villages qui se mirent dans les eaux de la plus importante réserve d'eau douce de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas encore accès à l'eau potable. Pourtant, c'est à des centaines de kilomètres du lac que l'eau est distribuée à des ménages sénégalais, notamment à Dakar et dans les grandes agglomérations traversées par la conduite. Oui, il y avait quelques villages près du lac qui n'avaient pas accès à l'eau, mais des efforts sont faits par le gouvernement et la collectivité locale. Le problème est en voie d'être réglé. Nous sommes rassurés et même sûrs qu'avant l'inauguration en 2019, toute la zone aura de l'eau. Cependant, un immense espoir habite le maire de Kermomarsar, Djumorika, et ses administrés. À en croire des deals de Kermomarsar, les populations vont disposer désormais d'eau potable et pourront pratiquer de l'agriculture également. Mais aussi, le cheptel pourra s'abreuver en toute quiétude. Pour rappel, cette troisième usine qui a coûté 274 milliards de CFA va alimenter les régions de Dakar, Thiès et Louga. Midi 12 minutes, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor continuent de dénoncer les mauvaises conditions sociales et pédagogiques. Pour cette raison, ils ont décrété un mouvement de grève illimité depuis 3 ans. Les pensionnaires de l'université Hassan Sek n'ont pas droit à de bons soins médicaux parce que le service médical ne fonctionne pas. Ziguinchor Laminba. Il n'y aura pas de cours à l'université Hassan Sek de Ziguinchor jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en ont décidé les étudiants ce matin à l'issue de leur assemblée générale. Alors je décrète illimité jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Allons fermer la porte de l'université. Ce mouvement d'humeur enclenché vendredi dernier se poursuit donc pour ces étudiants qui dénoncent de mauvaises conditions sociales et pédagogiques dans lesquelles ils évoluent au quotidien. Beka Issal, un de leurs porte-parole. Depuis 3 ans bientôt, le service médical ici au niveau de l'AZ ne marche pas. Vous voyez ces jours-là qui sont en train de déborder. Professeur Maritaunian est venu ici. Il a constaté, il a reconstaté. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Il faut que les étudiants mangent.
Il faut que les pavillons soient dans des conditions acceptables pour nous loger. On avait promis 3000 et quelques tables bancs. On a amené 600 tables bancs. Et les enseignants continuent à démissionner parce que les conditions d'études ne sont pas favorables. Pour l'amicale des étudiants de l'université de Ziguinchor, le détournement de près de 500 millions de francs par l'ancien agent comptable du Cruz serait la cause de tous leurs ennuis. C'est pourquoi ils exigent à ce que la justice se saisisse du dossier. On nous a parlé de la personne de l'ancien ACP du Cruz. Ce dernier-là qui est accusé est un partisan du président de la République et c'est un de ses proches collaborateurs. Donc nous réclamons justice et on pense que si c'est la loi qui domine au Sénégal, si on cherche la transparence, il est temps que ce dossier-là puisse être révisé. Il faut signaler que ce matin, le périmètre de l'université est quadrillé par les forces de sécurité qui veillent au moindre mouvement des étudiants pour parer à tout débordement. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Vous l'avez constaté, le secteur de l'éducation a connu des remous ces temps-ci et pour ramener la stabilité dans le système, le Haut Conseil du dialogue social va prendre langue avec les syndicalistes et à propos de la récente grève des aiguilleurs du ciel à l'AIBD, le HCDS annonce qu'elle va mener une enquête pour en savoir un peu plus. Tout a été dit lors d'une rencontre organisée ce matin par l'instance. Mohamed Alimouba, compte rendu. Innocence Tapndiaye martèle, il n'y a pas eu de dialogue social dans la crise qui secoue AIBD. Elle indique que son département n'a pas eu le temps de discuter avec les acteurs. Sauf information, en tout cas, nous, personnellement, nous n'avons pas reçu ampliation du préavis déposé. Donc nous sommes en train de mener des enquêtes auprès des services compétents pour savoir si véritablement un préavis légal qui remplisse toutes les conditions pour aller en grève a été déposé auprès du ministre du Travail qui est la porte d'entrée. Sur ce dossier, nous allons donner notre parole. En attendant de situer les responsabilités, la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social promet de s'investir pleinement dans le secteur de l'éducation, secteur en crise aussi, et qui alerte. Nous avons pris langue avec le comité dialogue social, secteur éducation. Les secrétaires généraux seront conviés peut-être la semaine prochaine à une discussion et aussi demander au gouvernement de voir avec les représentants des syndicats dans le secteur de l'éducation comment régler cette question de ponction sur les salaires, comment régler le problème des affectations et autres, en tout cas, qui sont dénoncés par les syndicats. Le Haut Conseil du dialogue social devrait faciliter aussi les discussions dans le secteur minier. Des réformes sont attendues pour toiletter les textes. Le journal. L'actualité politique. Le porte-parole adjoint du Parti socialiste qualifie d'acte de défiance la rencontre de Kaolack organisée par les partisans de Khalifa Ababakar Sall aux yeux de Maître Moussa Bokar Thiam. La vente de cartes de l'unité et la désignation d'un candidat socialiste pour la présidentielle de 2019 engage un mouvement et non le Parti socialiste. Maître Moussa Bokar Thiam avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est une rencontre qui ne concerne pas le Parti socialiste, ni de près, ni de loin. Et d'ailleurs, vous allez voir que tous les membres, toutes les personnes qui sont sympathisants et amis de Khalifa Sall étaient à cette rencontre-là. Ça veut dire simplement que c'est une rencontre qui est étrangère au Parti socialiste. Et parce que de toute façon, ces personnes-là sont auto-exclues du parti depuis belle lurette et que nous, au niveau du parti, la procédure, d'ailleurs, elle est entamée, enclenchée pour leur exclusion pure et simple. Parce que ça, c'est encore un acte de plus qui vraiment confirme que ces personnes-là sont dans la défiance, sont dans la calomnie et sont dans la contestation de toutes les orientations de la direction du parti. Ils ont encore confirmé leur auto-exclusion ce week-end. C'est une rencontre d'un mouvement politique de Khalifa Sall. Ça s'arrête là. Toutes les décisions qu'ils prendront, c'est des décisions qui concernent leur mouvement. Ce n'est que leur mouvement qui a fait un meeting ou une rencontre et ils ont pris des décisions dans le cadre de leur mouvement. Cela ne nous concerne pas. Le Parti socialiste fait son chemin dans le cadre du Benno Bokk Yakaar et je rappelle encore une fois que le Parti socialiste n'est pas un parti d'opposition. C'est un parti de la majorité présidentielle et nous travaillons pour l'émergence du Sénégal et pas sur autre chose. La classe politique réagit suite à la sortie de Maître Ousmane Seye. L'avocat et homme politique a déclaré dans le grand jury que le président Macky Sall est prêt à discuter de la question du troisième mandat. Du côté du pouvoir, on confirme, alors que l'opposition fustige la démarche entreprise pour les concertations. Un membre de la société civile souligne que le débat ne se pose pas. Dossier réalisé par Georges Déthié Diop.
Luc Sarr est le conseiller politique du chef de l'État. Il confirme Maître Ousmane Seye. L'avocat a déclaré que Macky Sall est prêt à discuter du 3e mandat. Cela voudrait dire simplement que pour monsieur le président de la République, Macky Sall, il n'est pas question, absolument pas question de dépasser les 2 mandats. C'est ça qu'il veut dire de manière on ne peut plus claire. Et il le dira de manière solennelle, claire, sans équivoque. Voilà ce que veut dire l'expression disposé à discuter. Cela veut dire réaffirmation avec force de son option irréversible au respect des 2 mandats. Sujet d'intérêt, mais pour l'opposition dite significative, le pouvoir à lui seul ne doit pas déterminer les points de la discussion. Mamoudou Diop Decroix, secrétaire général de AJ/PADS. Ça, c'est la moindre des choses. Je pense que quand même, quand les gens disent on va à des discussions politiques, mais si cette question-là préoccupe tout ou partie des acteurs, eh bien, elle doit être discutée. C'est clair et net. C'est pour ça que je dis il n'appartient pas à une partie de définir le menu des discussions. S'il y a des acteurs qui estiment que cette question doit être discutée, mais elle doit l'être. Il n'appartient pas à une des parties de dire non, voici ce qu'il faut discuter, voici ce qu'il ne faut pas discuter. Et la société civile dans tout cela. Pour Alioune Tine, directeur Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty International, le débat ne doit pas se poser. C'est une question de probité morale et également de respect des intérêts supérieurs de la nation et tout simplement de la voix du peuple. Ça veut dire la manifestation du 23 juin, son esprit doit être réglé. C'est inscrit maintenant dans la culture des Sénégalais. Je ne vois pas pourquoi on reviendrait à ce débat. Il faut que au président de la République d'être extrêmement clair de ce point de vue, de dire ce qu'il faut dire et le moment venu, si jamais on lui donne un 2e mandat, mais écoutez qu'il s'en aille. C'est ça le problème de fond. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat à ouvrir. C'est très clair. Et pour couper court à tout cela, Alioune Tine renvoie la balle à la CEDEAO. Il faut aujourd'hui que la CEDEAO elle-même sorte une directive pour dire 2 mandats, ça suffit. Donc, il faut qu'on arrête effectivement de revenir sur ce débat. Les Africains ne veulent plus de président à vie et on aspire à avoir vraiment une limitation, même, je veux dire, du pouvoir. La limitation de mandat, très sincèrement, le peuple sénégalais l'a réglé. On ne peut plus revenir là-dessus. La question du mandat présidentiel est au menu des concertations sur le processus électoral. Et c'est sur proposition des partis regroupés autour du cadre de l'opposition pour la régularité, la clarté et la transparence des élections. Correct. RFM. L'actualité internationale. Sokhna Nata, le Maroc va encore attendre début 2018 pour son adhésion officielle à la CEDEAO. La confirmation qui devait avoir lieu le week-end dernier à Abuja lors du 52e sommet de l'organisation a été reportée. Mais en attendant, la question continue de diviser certains analystes. Que faut-il retenir des avantages et des inconvénients de cette adhésion? Rabat, la correspondance de Khadim Bay. Que nous allons... Si l'adhésion du Maroc à la CEDEAO suscite beaucoup de réserves, l'intégration du royaume au regroupement sous-régional peut néanmoins profiter aux entrepreneurs africains, notamment sénégalais. C'est en tout cas l'avis de Mamadou Kane, un Sénégalais chef d'entreprise. Il vit au Maroc depuis plus de 20 ans. Pour nous, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends par exemple les exportations vers le Sénégal, nous pouvons en même temps prendre les produits marocains pour les installer dans nos pays respectifs. Et vice-versa, nous pouvons également prendre des produits sénégalais qui marchent pour venir donc, nous-mêmes les commercialiser ici au Maroc. Une condition sine qua non, cependant, alerte Yousra Abourabir, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Il y a des perspectives intéressantes qui pourraient émerger, condition que le modèle choisi par les États ne soit pas nécessairement celui d'un libéralisme capitaliste qui ne donnerait la chance qu'aux acteurs qui seront déjà les plus puissants. Concrètement, pour ce type de partenariat, il consistera à harmoniser techniquement les moyens d'accompagnement qui permettraient également aux entreprises ouest-africaines de faire face à l'entrée du Maroc au niveau de la communauté. Pour rappel, les résultats d'une étude d'impact à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO ont été présentés ce samedi aux dirigeants africains lors d'un sommet à Abuja, au Nigeria. Khadim Bayraba,
Radio Futur Média. Et retenez aussi que le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, est désormais le président de la commission de la CEDEAO. Il remplace à ce poste le béninois Marcel de Souza et va prendre fonction en mars prochain. Lors de ce sommet à Abuja, la CEDEAO s'est encore prononcée sur la situation politique en Guinée-Bissau. L'organisation sous-régionale a donné un délai d'1 mois aux dirigeants bissau-guinéens. C'est le président José Mario Vaz qui l'a annoncé à son retour d'Abuja. Nous retrouvons Noah Monkali à Bissau. Selon le chef de l'État bissau-guinéen, José Mario Vaz, la position de la CEDEAO est contenue dans le communiqué final du sommet au cours duquel la situation politique en Guinée-Bissau a été débattue. Les dirigeants de l'organisation sous-régionale africaine ont donné cette période aux acteurs politiques bissau-guinéens afin qu'ils puissent appliquer une feuille de route proposée par le président bissau-guinéen José Mario Vaz visant l'application intégrale de l'accord de Conakry, à savoir la nomination d'un premier ministre de consensus. Selon le communiqué, l'accord de Conakry est un instrument proposé par la CEDEAO en octobre 2016 pour mettre fin à la crise politique en Guinée-Bissau, mais sa mise en œuvre continue de faire l'objet de controverses au sein de la classe politique bissau-guinéenne. Pour permettre la mise en œuvre consensuelle du projet proposé par José Mario Vaz, la conférence a mandaté le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry et Faure Gnassingbe du Togo d'engager des consultations avec toutes les parties dans les 30 jours, après quoi des sanctions collectives et individuelles seront appliquées aux entités qui entravent la mise en œuvre de l'accord de Conakry, ont garanti les dirigeants de la CEDEAO. Ils ont également noté que malgré les recommandations de la dernière conférence de l'organisation tenue au Libéria en juin dernier, il n'y a eu aucun progrès dans la mise en œuvre de l'accord de Conakry. La CEDEAO a appelé les organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, l'ONU et l'Union africaine, à l'accompagner dans l'application des sanctions qui seront imposées aux partis qui ne respecteraient pas l'accord de Conakry. Nouama Kalibissau, RFM. En RDC, le président du Conseil national de suivi de l'accord signé par les acteurs politiques demande aux populations d'être patientes. Un appel à la veille des manifestations pacifiques annoncées par une partie de l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi. Joseph Olengakoy a insisté sur l'unité et la paix. Il a tout de même reconnu le droit à ses anciens alliés du rassemblement de l'opposition de se réunir. Afrique du Sud, le vote se poursuit pour désigner le successeur de Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Le vote a duré toute la nuit. Les délégués du parti sont appelés à faire un choix entre Cyril Ramaphosa et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ex-épouse de Jacob Zuma. Les résultats seront connus aujourd'hui. Flore Ewane Epé. Le vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-président de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, sont au coude à coude. Qui des deux remplacera Jacob Zuma à la tête de l'African National Congress? Les résultats du vote sont toujours attendus. Leur publication, prévue en début de journée, aura finalement lieu en fin de matinée en raison du retard accusé dans le processus électoral. Hier soir, les 4800 délégués de l'ANC réunis à Johannesburg ont défilé dans l'isoloir pour porter à la tête du parti leurs favoris. Par groupe de 200, ils se sont succédés jusque tard dans la nuit, mais ce matin, le vote n'était toujours pas terminé. À la traîne, une province sur les 9 participantes. 7 candidats au départ, 2 noms finalement inscrits sur les bulletins de vote pour un siège, celui de leader, un nouveau leader qui changera peut-être la trajectoire de ce parti déjà très divisé en l'unifiant de nouveau. On termine, Antoine, par le décès de la journaliste franco-tunisienne Farida Ayari. Elle a succombé à une crise cardiaque hier soir à Paris. Farida Ayari était grand reporter de guerre, spécialiste du Moyen-Orient à Radio France Internationale. Elle est souvent intervenue sur notre antenne et surtout pour commenter l'actualité en Tunisie pendant et après le printemps arabe. Une Antoine. très grande professionnelle s'en est allée. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la situation au Parti socialiste avec la démarche des partisans de Khalifa Sall. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Ballon d'or africain, les 3 nominés connus. S'il s'agit de Sadio Mané du Sénégal, de Mohamed Salah de l'Égypte et de Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, c'est donc la liste finale. La cérémonie de remise de ce prix est prévue le 4 janvier prochain à Accra, au Ghana.
Coupe du Monde 2018, Papis Demba Cissé déclare sa flamme à la sélection nationale. En visite à Ziguinchor, Papis Demba Cissé s'est dit tout heureux de voir l'équipe nationale du Sénégal se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Toutefois, il s'est dit disposé et disponible à revenir en sélection en cas de besoin. Ses propos sont recueillis par Salif Sow. C'est une fierté de voir ton peuple se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc moi je suis content et je suis fier. Donc pour la suite, pour venir jouer pour l'équipe nationale, c'est au coach de décider. Moi je suis là, c'est le choix du coach. Et moi je suis juste un footballeur et voilà, et j'accepte ses choix. Donc voilà, j'ai jamais eu de problème avec Alun. Et voilà, c'est juste, il a fait ses choix, je suis pas dedans. Et voilà, alhamdoulilah, moi bien, je fais mon travail de l'autre côté, donc je suis juste pas appelé en sélection, mais je continue à travailler de mon côté et voilà, peut-être qu'un jour viendra, je ne sais pas, voilà, et j'attends. Malal Junior, comment s'appelle ton correspondant à Ziguinchor? Il s'appelle Lamine Ba. Lamine Ba et non Salif Sow. Allez, on poursuit. On poursuit, Antoine, avec l'athlétisme. Le colonel Sarah Wali lance un appel à l'unité. Oui, après l'Assemblée générale qui a eu lieu ce week-end à Thiès, avec donc l'élection du comité exécutif, le camp de Sarah Wali appelle les différents acteurs à l'unité pour travailler, pour développer cette discipline qui en a besoin, qui a besoin d'avoir donc tous ces acteurs réunis autour de l'essentiel. Le lieutenant Baracham est l'un des hommes forts du colonel Sarah Wali. Les élections ne sont pas encore terminées, donc c'est en deux phases. Donc on a fait déjà le comité directeur qui est terminé, mais il reste maintenant l'élection du bureau. Donc on va faire incessamment avec les cotations venant du ministère. Et donc c'est en deux phases. C'est vrai qu'il y a de bonnes perspectives pour qu'il n'y ait pas de changement. Donc on attend les élections dans une quinzaine de jours. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le bureau n'a pas encore été mis en place. Donc il reste les 6 comités du ministère qui doivent participer à la décision du bureau fédéral prochain. Donc c'est pourquoi on ne peut pas affirmer de manière effective que Sarah Wali est le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Sarah Wali, donc il va falloir attendre dans 15 jours avec l'élection du bureau. Ce sera donc avec les comités du ministère, ils seront 6, et les membres du comité exécutif élus à l'issue de l'Assemblée générale. On termine, Antoine, avec le nouveau parc des sports de Fatick. Une infrastructure sportive qui va donc permettre, selon le maire de la ville, aux populations de pouvoir pratiquer le sport et de pouvoir donc s'épanouir au sein même de la commune. Mataba, ministre des Sports et maire de Fatick. Au niveau de la corniche de Dakar, il y a beaucoup de pièces qui ont été montées qui permettent aux populations de pratiquer le sport. Nous avions demandé en son temps, puisque vous savez que la République populaire de Chine accompagne l'État du Sénégal à gérer les questions des infrastructures sportives, nous avions fait une demande pour que ces genres d'investissements ne s'arrêtent pas à Dakar. Notre demande a été acceptée. Nous avons fait une visite déjà à Fatick et nous avons visité le long du Ballon, mais pour une question culturelle, nous avons changé de site pour mettre ça au niveau du boulevard Macky Sall, ce qui permettra aux jeunes de Fatick et aux populations de Fatick d'avoir un lieu de rendez-vous pour pratiquer le sport, mais aussi pour être ensemble. Je pense que ça, c'est un investissement qui ne pouvait pas être fait par la commune, par la mairie, par les ressources de Fatick. Voilà donc le ministre des Sports et maire de Fatick qui siffle la fin de cette page des sports. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. Abdoulaye Sissé. C'est commode de vouloir se braquer à chaque fois que l'autre, l'étranger, se mêle de nos affaires alors que dans l'entre-soi avec l'État, le peuple est brimé, méprisé au point que ce même pouvoir ne daigne jamais expliquer les scandales qui tiennent la chronique quotidienne dans ce pays. L'affaire Gorgui Sy Dieng, on en parle ou pas d'ailleurs? Pour dire quoi finalement? Cette affaire est tellement gênante à évoquer, même pour le Sénégalais lambda, que les chaumières se sont éteintes sur la sortie teintée de désespoir de l'international sénégalais du basket pour réclamer ses sous. Près de 4 mois après la reconnaissance de dettes induisant un remboursement prévu le 4 septembre 2017. Bailleur, Gorgui Sy Dieng, juste un modou-modou du basket. Bénéficiaire, État du Sénégal, 39 millions et sans intérêt en plus. L'État doit être un très bon courtier pour dégoter un tel bon plan de financement. Le côté cocasse de l'affaire s'arrête là. Quelle indignité d'État! Cette dette est contractée en notre nom à tous. C'est pourquoi on se doit tout de même de demander pardon à Gorgui Sy Dieng. Pardon parce que notre État vous fait du tort et vous méprise en plus, sacré Sénégal. Ce pays où on a l'impression que les ministres semblent juste contents d'être ministres.
peu importe la gravité de l'actualité qui rattrape leur département ministériel. Le département du sport en étant, le ministre est plus prompt à traîner sa silhouette dans les galas et meetings du week-end, politique s'entend, qu'à s'occuper réellement des problèmes de son ministère. Tiens, c'est elle-même qui avait raté au stade l'effondrement d'un pan de la tribune de Demba Diop pour un jour de finale de Coupe nationale, une dizaine de morts. Il s'était vanté partout d'avoir tout arrêté de son programme, comprenait une activité politico-sportive, pour rentrer dardard à Dakar, rien que ça. À quoi bon d'ailleurs bomber le torse pour réaffirmer notre souveraineté face à un machin nommé Club de Paris qui se croit autorisé à dénoncer l'arrestation de Khalifa Sall et à témoigner soutien agissant à ce dernier? À quoi bon quand des semaines auparavant l'État assume avoir courbé l'échine face à l'exigence du tout-puissant Erdogan, fut-il un ami du Sénégal? L'indignité d'État est poussée jusqu'au Oubitei-Grefteil de l'AIBD inauguré avec faste, sans que la ministre des Transports ne daigne expliquer au peuple ce qui se passe réellement. Ce genre de mépris pour notre droit à l'information et le devoir d'inventaire ont fini par nous rendre sourds aux appels au patriotisme quand il s'agit de faire bloc contre ce que l'État veut appeler un envahisseur extérieur. Faut-il plaindre alors les aiguilleurs du ciel de l'AIBD qui ont levé leur mot d'ordre de grève sur une simple promesse orale du Premier ministre qui a promis de solutionner leurs problèmes? Il y a bien longtemps que la parole politique ne vaut plus rien dans ce pays. On ose espérer avec le ciel pour les aiguilleurs que la parole du Premier ministre sera l'exception qui confirme la règle. Mais dans tous les cas, il était peut-être temps de lever le mot d'ordre. Quand l'État méprise son peuple, il serait peut-être temps que le peuple lui-même pense au peuple réel. RFM, la presse du jour. Georges Detchediop. Le Parti socialiste toujours dans la tourmente et Ousmane Tanor Dieng sur siège éjectable. C'est en tous les cas le vœu des partisans du maire de Dakar. Le quotidien LAS nous apprend à ce propos que les khalifistes engagent la destitution de Tanor. Selon le journal, ils ont lancé samedi à Kaolack les cartes de l'unité en vue d'un congrès d'investiture d'un candidat socialiste à la présidentielle de 2019. C'était lors d'une assemblée générale au terme de laquelle, rapporte le quotidien LAS, les proches de Khalifa Sall ont publié un manifeste dit de Kaolack. Cela dans le dessein de mettre en place une commission ad hoc chargée de gérer le Parti socialiste. Ils évoquent la léthargie qui marque la vie du parti. Et pour remettre le parti sur les rails, mon confrère indique que les partisans de Khalifa Sall exigent, et sans délai, la convocation du comité central, le gel des activités du bureau politique et du secrétariat exécutif national. Le rassemblement vu par Vox Populi, le journal note que les khalifistes ont réussi une démonstration de force à Kaolack. Vox Populi qui fait savoir que les rebelles du Parti socialiste déclarent la guerre à la direction du parti. Et c'est non sans souligner que Barthélémy Diaz tacle Abdoulaye Wilane qu'il qualifie de perroquet de service. Et face à cette situation, la tribune ne trouve pas mieux en affirmant que le PS s'installe dans la déchirure. Ça bouge, c'est sûr, dans le monde politique. Et Idrissa Seck s'inscrit dans la cadence. Le président du parti Rewmi fait la une de deux journaux, Sud Quotidien et Les Échos. Sud rapporte la position de l'ancien Premier ministre sur le démarrage du dialogue politique national sous tutelle de l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba. Il est toujours non partant. Selon Sud, Idrissa Seck, en visite à Louga, a déclaré qu'il refuse de dialoguer avec quelqu'un qui n'honore pas ses engagements. Il fait ainsi allusion au président Sall et il ne l'a pas raté si l'on se fie au journal Les Échos pour qui il dit crache du venin sur Macky. Quelques de ses propos tenus à Louga à la une du journal. Je veux que Macky Sall soit sérieux, qu'il arrête de faire semblant. Le président de la République n'honore pas sa parole et ses engagements. Ouvrir un aéroport qui n'est pas prêt, c'est une catastrophe. L'aéroport international Blaise Diagne de Dias, justement, l'observateur s'y intéresse un peu plus d'une semaine après son inauguration. Nuisances sonores, chômage des jeunes entre autres, AIBD, les voisins au bord de l'abîme. C'est le titre qui barre la une de l'observateur. Selon le journal, les voisins de l'AIBD, dépouillés de leurs champs et quotidiennement perturbés par les vrombissements des moteurs, passent leur journée à regarder les avions survoler leur terroir. Un habitant des villages environnants confie à l'Obs qu'il a l'impression que sa maison va s'effondrer. Un autre déclare qu'il a peur que ces bruits affectent leur économie
écoute. Reportage à lire à la page 10 de l'Observateur et à la page 11, un entretien avec le secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel. Paul-François Gomis se prononce sur leur grève qui a paralysé l'AIBD vendredi dernier. Il martèle que si c'était à refaire, il n'hésiterait pas. Mais il précise qu'il n'avait nullement l'intention de saboter l'AIBD. Retour en politique. Les journaux reviennent sur le lancement du mouvement politique national de Racine Sy, Al-Sar, And Ligue Sénégal à Racine. C'était hier en présence du porte-parole du gouvernement Seydou Gueye et de l'ancien ministre de la Justice Cheikh Tidiane Sy du PDS. C'est ce que souligne Vox Populi qui affirme que Racine Sy renforce Macky avec Al-Sar. Pour les Échos, Racine Sy a comme prétention de s'étendre dans tout le pays alors qu'il est battu à chaque élection à plate couture dans la commune de Podor. Dans la Tribune, Racine Sy déclare qu'il n'entre pas en politique pour s'enrichir. Et pour l'Observateur, Racine Sy veut émerger avec Macky. Parlant de Macky Sall, Maître Ousmane Seye, dont la sortie dans l'émission Le Grand Jury de la RFM est reprise par le journal Le Quotidien, Maître Seye fait savoir que le président est prêt à discuter du 3e mandat dans le cadre du dialogue politique. Et sur l'affaire Khalifa Sall, Sud Quotidien rapporte les propos de Maître Ousmane Seye, propos selon lesquels il ne peut y avoir de procès politique au Sénégal. Des nouvelles à présent de Cheikh Tidiane Gadio. Il sera jugé aujourd'hui aux États-Unis si l'on se réfère à Réumi Quotidien. Gadio face à son destin, s'exclame le journal. L'Observateur, à sa page 8, renseigne que Cheikh Tidiane Gadio, arrêté aux États-Unis pour corruption, fait face à son destin aujourd'hui. À la une du quotidien Le Quotidien, l'entrée du Maroc à la CEDEAO repoussée en 2018. Ça ne s'est pas fait samedi lors du sommet d'Abuja. Selon Le Quotidien, le sommet a plutôt décidé de la mise en place d'un comité des chefs d'État qui va étudier les implications d'une éventuelle entrée non seulement du Maroc, mais aussi d'autres pays du Maghreb qui souhaiteraient intégrer la CEDEAO. Le quotidien en déduit que la CEDEAO rabat les cartes. Dans le quotidien national Le Soleil, le chef de l'État Macky Sall se prononce sur cette adhésion attendue du Maroc à la CEDEAO. Macky Sall confie qu'ils attendent le rapport sur les études d'impact. Un dossier à lire dans Enquête, un dossier sur la succession au Sénégal. Le temps des déchirures. Selon Enquête, la succession est une question délicate, notamment dans les familles riches. L'existence de plusieurs textes, leur ignorance par la population ainsi que les rivalités entre protagonistes sont autant d'écueils difficiles à surmonter. En sport, Russie 2018. Dans l'Observateur, l'ancien défenseur des Lions, Souleymane Diawara, croit savoir que les Lions ne passeront pas facilement au mondial. Pendant ce temps, à la première page de Record, Idrissa Gana Gueye demeure convaincu qu'ils peuvent faire mieux qu'en 2002. Stade, lui, s'intéresse à l'attaque des Lions pour le mondial 2018 et au cas d'Embaba. Cette interrogation à la une de Stade, d'Embaba pourra-t-il revenir? À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le journaliste Mbaye Sidi Mbaye, chroniqueur à la RFM, et le professeur de sciences politiques Moussa Diaw vont donc analyser la situation au Parti socialiste avec la démarche des partisans de Khalifa Ababakar Sall en quelques minutes. Mbaye Sidi Mbaye, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Antoine. Voilà, merci. Bonjour Moussa Diaw. Bonjour. Alors, nous avons quelques petites minutes donc pour analyser la situation au Parti socialiste. Mbaye Sidi Mbaye, que dire de cette situation? Qu'elle est inédite. Le Parti socialiste est un patrimoine pour le Sénégalais. Tous les grands, les anciens, ceux qui ont fait connaître la politique à des gens comme nous, tous ces gens-là étaient des socialistes. Alors, on en arrive aujourd'hui à se crêper le chignon, même plus que cela. Oui. On est prêt à à sortir les couteaux. Je pense que c'est déplorable. Déplorable. Oui, Abdou Diouf fait partie en laissant ce qu'il croyait être un héritage. Eh bien, c'est un héritage qui déchire les gens. Ça veut dire que ça n'a pas été bien géré. Il faut dire les choses. Je fais comme un vieux socialiste dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Oui. Parce que lui aussi, c'est lui qui disait qu'il faut... Le courage, c'est de dire la vérité. Eh bien, Jean Jaurès a pris une balle dans le dos parce qu'il ne voulait pas que la guerre 14-18 ait lieu. Il s'est battu contre. Et pour ça, il a été tué.
une balle dans le dos. Alors je pense donc que c'est un héritage aussi socialiste, de dire la vérité et de se battre pour ses idées, jusqu'au bout. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Moussa Diaw, c'est fini. Le PS a volé définitivement en éclat au vu de la démarche des proches de Khalifa Sall. Non, mais c'est vrai qu'il y a une crise ouverte qui explique justement les dissensions et les contradictions au sein même de ce parti, qui est un grand parti, qui est au pouvoir, mais depuis l'alternance de 2000, le PS est rentré dans une logique d'alliance qui plombe justement toutes ses ambitions à revenir au pouvoir. Et cela crée une situation inédite, comme le disait tout à l'heure, parce que tout simplement, il y a des jeunes qui ont une ambition de revenir au pouvoir, de créer une situation qui leur permettrait de rebondir politiquement, alors que les leaders se complaisent d'une situation convenable par rapport à leurs propres intérêts. Et donc là, il y a des contradictions internes au sein de ce parti et qui opposent justement ceux qui veulent que le parti puisse avoir des ambitions présidentielles, ce qui ne correspond pas justement aux leaders qui sont à la tête de ce parti aujourd'hui. Très bien, je reviens à vous donc. Mbaye Sidi Mbaye, pour terminer rapidement, que dire maintenant de la portée des actes posés par les proches de Khalifa Sall, disons les annonces faites avant de carte de l'unité, candidat pour la présidentielle de 2019. Quel sens donner à tout cela? Écoutez, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent vivre socialistes. C'est-à-dire des gens qui veulent vivre en s'assumant en tant que socialistes et en assumant ce qu'on appelle les projets d'un parti politique, de cette grandeur. Voilà ce qu'ils veulent assumer. Aujourd'hui, comme et en se disant, c'est nous, le Parti socialiste. Mais bien entendu. Oui. Bien entendu. Alors, ils posent un acte de césure. Carrément, nous ne nous reconnaissons plus dans cette direction qui n'est pas la direction du Parti socialiste, mais une direction d'une frange alliée au plus fort, c'est-à-dire le parti au pouvoir. Je pense qu'il faut assumer ce que l'on est. C'est tout. Très bien. C'est ce qu'ils font. Merci, Mbaye Sidi Mbaye, journaliste et chroniqueur à la RFM. Professeur Moussa Diaw, Mbaye Sidi Mbaye l'a dit, il y a une vraie cassure au Parti socialiste. Est-ce que le PS sera fortement affaibli par cette situation, ou bien il peut encore tenir, parce que si vous regardez la manifestation de samedi dernier, il y avait une forte mobilisation des proches de Khalifa Sall. Oui, il va y avoir toujours de la résistance, mais compte tenu de la situation actuelle, les frontis, si vous voulez, les gens qui s'opposent, qui soutiennent Khalifa Sall, ce sont des gens qui veulent un changement de politique au niveau des partis. Oui. Il faudrait que ces partis-là abordent les questions essentielles et un projet de société pour avoir un candidat en 2019. En fait, ces leaders, ces jeunes leaders, veulent éviter ce qui est arrivé au parti socialiste français, qui est en délitement actuellement. On a vu ce que ça donnait. Et maintenant, comparativement, ces jeunes veulent prendre leur destin à main et ils ne veulent pas se convenir d'une situation qui ne les arrange pas politiquement. Et donc, ils veulent un candidat pour les prochaines élections présidentielles. Et cela va se traduire bien sûr en affrontement. Mais peut-être qu'il va y avoir des médiations au sein de ce parti parce qu'il y a des anciens qui sont encore là, qui veulent éviter l'effritement du parti. Mais il est temps qu'ils interviennent pour trouver un compromis, un consensus, et ce qui sera très difficile, parce que ceux qui sont engagés actuellement veulent un changement à la tête du Parti socialiste, ce qui leur permettrait justement de concevoir un projet pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles, choisir un candidat aux élections présidentielles. Merci, professeur Moussa Diaw, enseignant en sciences politiques à l'UGB. C'est fini pour cette édition. Je vous rappelle quelques titres.
Des commerçants sénégalais établis à Libreville au Gabon interpellés et gardés à vue. Cette affaire fait suite à l'agression de 2 journalistes danois par un ressortissant nigérien. Les autorités consulaires sénégalaises au Gabon suivent la situation de très près. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui le procès de Cheikh Tidiane Gadio. Remous sociaux dans le secteur de l'éducation et des transports aériens. Le Haut Conseil du dialogue social promet de s'impliquer pour des solutions. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation d'Aoudé Diouf, Pape Oumar Diaw était à la régie, à la production, Abdoulaye Didi Diop, 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, Djalgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.